Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. C'était une élection cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Les Guinéens ont voté ce dimanche dans le calme et dans la sérénité. Un scrutin présidentiel marqué par l'affluence et dont le rapport sécuritaire est présenté au ministre de la Décentralisation. Et puis c'est la fin de 5 années au service de plusieurs entités du pays. Le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises est arrivé à son terme. Le rapport d'achèvement est présenté pour l'occasion et on fera le point avec Karim Kamara. Nous serons à Mandiana pour parler sport avec un tournoi de football qui vient de se terminer. Une action portée par la jeunesse pour renforcer la cohésion et placer la paix au cœur des préoccupations. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. C'était donc un moment charnière de l'histoire politique de notre pays. Plus de 6 millions de Guinéens ont voté hier dimanche pour le scrutin présidentiel. Le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure a présenté dans la soirée un point complet de la situation sécuritaire. La rencontre a permis au commandant des forces de sécurité intérieure de dresser un bilan très positif du scrutin marqué par une forte mobilisation citoyenne et par l'absence totale d'incidents. Omar Bari. Au soir du scrutin présidentiel tenu ce dimanche 28 décembre 2025, le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure PCO-SI a présenté un point complet de la situation sécuritaire au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, autorité requérante qui met en mouvement les forces de défense et de sécurité. La rencontre s'est déroulée dans la salle d'état-major du PCO-SI en présence de hautes autorités de l'État. Parmi elles figuraient notamment le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Riba, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Ibrahim Khalil Kondé, le président de la Commission nationale de défense et de sécurité Aboubakar Sidiki Kamara, le ministre de la sécurité et de la protection civile Bachir Diallo, ainsi que le chef d'état-major général des armées entouré de plusieurs généraux et officiers supérieurs de la Commission nationale de défense et de sécurité CNDS. Au cours de cette cérémonie, il a été indiqué que 47 235 agents de sécurité électorale ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Ces forces ont agi conformément aux mesures prises, assurant la sécurisation du vote depuis l'ouverture des bureaux jusqu'à la fermeture et le démarrage effectif du dépouillement. Le commandant des forces de sécurité intérieure, le général Bala Samoura, a dressé un bilan très positif du déroulement du scrutin. Il a souligné une forte mobilisation, un engouement populaire notable et surtout zéro incident à l'image du vote référendaire du 21 septembre dernier. Dans le cadre de l'élection présidentielle qui s'est déroulée ce dimanche 28 décembre 2025 sur l'ensemble du territoire national, les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées dès 5 heures du matin pour garantir la sécurité du vote. Au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, je suis très heureux de vous annoncer que la journée électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité, sans incident majeur pouvant perturber les opérations du vote. Je tiens à saluer le travail exemplaire des forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain, ainsi que l'engagement de la Direction générale des élections dans l'organisation de ce scrutin. Je félicite également la population pour sa maturité et son sens de responsabilité qui ont permis une participation sereine à cette importante étape démocratique dans notre pays. En outre, j'invite toutes les forces de défense et de sécurité à maintenir leur présence avec un niveau élevé de vigilance et de réactivité jusqu'à la clôture définitive de l'ensemble des opérations électorales. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Ibrahim Khalil Kondé a salué la présence discrète mais très efficace des forces de défense et de sécurité dans toutes les régions du pays. Cette posture, a-t-il estimé, a permis de rassurer les électeurs sans entraver le processus électoral, favorisant ainsi un climat de confiance propice à une participation massive. Il a également félicité les agents mobilisés pour leur professionnalisme.
Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a qualifié cette journée de grand jour pour le peuple souverain de Guinée. Il a rendu hommage au courage et à l'engagement des forces de défense et de sécurité qui, selon lui, ont accompagné avec succès les réformes institutionnelles en cours. Pour lui, la Guinée a franchi un pas de géant grâce au climat de paix et de sérénité ayant marqué ce scrutin présidentiel. Depuis la création du multipartisme intégral dans notre pays, c'est la toute première fois aujourd'hui que la Guinée organise une élection aussi civilisée, une élection aussi apaisée, une élection dans un climat de quiétude comme pour aujourd'hui. C'est la toute première fois. Et une élection aussi sécurisée à la dimension internationale. Les services de défense et de sécurité ont agi dans un professionnalisme sans précédent. Merci. Le peuple de Guinée est satisfait de son armée, de la vaillante armée guinéenne. Et nous pouvons demander à la population, à ce niveau, qu'elle peut vaquer à ses activités normales, quotidiennes, à partir de demain. À l'issue de la rencontre, les autorités ont appelé les citoyens à reprendre dès ce lundi leurs activités quotidiennes dans le calme, tout en saluant la maturité civique démontrée par les électeurs conscients de vivre un moment décisif pour l'avenir de la nation. Porté par une mobilisation massive et par un esprit civique exemplaire, les Guinéens ont fait de cette élection présidentielle une véritable fête de la démocratie. La dynamique œil du citoyen, regroupant l'ensemble des plateformes de la société civile, a rendu public dimanche soir son rapport final sur le déroulement du scrutin. Et selon ses observateurs, l'élection s'est globalement bien passée sur l'ensemble du territoire national. Fodé Camara. Si à Kindia, chef-lieu de la région administrative, citoyens et autorités se sont mobilisés très tôt pour aller voter. Le gouverneur et son cabinet se sont rendus dans le quartier Sinania pour accomplir leur devoir civique. Nous sommes à Kindia, en ma qualité de gouverneur, mais j'ai voté en tant que citoyen Mamadou Camara, comme tout autre citoyen, dans la sérénité, dans la paix, et surtout dans la cohésion sociale. La préfecture de Kindia compte 110 bureaux de vote pour un effectif de 5 540 membres de bureaux de vote. La sous-préfecture de Mambia et Frigiagbe, visitées ce matin, les électeurs étaient tous mobilisés comme partout ailleurs à Kindia. La population a passé à forte dose à tous les niveaux. Les citoyens bougent de gauche à droite. D'abord, ils respectent les consignes, pas de mouvement de véhicules. Chacun rejoint sa position pour voter de façon sereine. Dans la préfecture de Koya, 124 639 électeurs inscrits sont repartis dans les deux sous-préfectures, tandis que la commune urbaine compte 350 bureaux de vote. Je suis très heureux d'être là ce matin pour accomplir mon devoir civil. Il y a de l'engouement et les gens votent dans la discipline également. Si à Sumboya, chaque élection est une fête pour choisir le meilleur candidat pour conduire les destinées de la Guinée pendant les 7 prochaines années. Forcaria avec son nouveau préfet aux urnes ce matin, avant d'entamer une intense visite de supervision dans les sous-préfectures relevant de sa juridiction, colonel Mamadou Lamarana Diallo a fait ses devoirs civiques en compagnie des agents de forces de défense et de sécurité. En ce qui concerne ces votes, vous-même vous constatez sur le terrain, les gens sont sortis depuis 7h30. Les gens sont sur pied pour venir voter librement. Personne n'a été obligé de venir. Les gens sont venus librement. Même moi, je viens de voter. J'ai voté au niveau du marché central de Madina, le quartier de Madina. À l'instant même, d'ici 13h, 14h, les 80% auront voté. Les 20 autres % voteront probablement d'ici 18h. Même constat est observé à Télimélé, l'une des préfecture de la région de Kindia. L'autorité préfectorale et les citoyens appellent toujours à garder cette sérénité pendant et après le scrutin présidentiel. Mon message simplement c'est pour dire à tous les Guinéens
que la paix n'a pas de prix. C'est un comportement qu'on doit adopter pour que nous puissions vivre ensemble. Vous venez, vous êtes seuls, vous faites ce que vous voulez faire pour les urnes, pour que nous puissions avoir un candidat qui sera pour tout le pays et pour tous les Guinéens. C'est un jour de refondation, c'est un nouveau jour qui se lève aujourd'hui. Ce matin, je me suis levé, paix dans l'âme, avec toute la paix possible. J'ai visité plusieurs bureaux de vote, j'ai vu nos compatriotes qui faisaient leur devoir. Je lance un appel solennel que tous mes concitoyens acceptent ces résultats. La région de Kindia a voté dans l'ensemble des préfectures qui la composent dans une parfaite discipline et dans la quiétude sociale. Vous l'avez donc compris, c'était le tour d'horizon en Basse-Guinée avec Yaya Silla qui nous parlait donc du vote dans la région de Kindia, un vote qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Au-delà donc des bulletins, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est donc un plébiscite pour la paix qui s'est exprimé hier dans tous les pays. La dynamique œil du citoyen regroupant l'ensemble des plateformes de la société civile guinéenne a donc rendu public son rapport final sur le déroulement du scrutin et selon ses observateurs, l'élection s'est globalement bien déroulée sur l'ensemble du territoire national. On retrouve Fodé Camara. Dans la presqu'île de Kaloum, ce dimanche soir, l'animation au village électoral a atteint son point culminant. Une haute intensité des activités de la société civile pour cerner tous les paramètres du scrutin de ce dimanche 28 décembre. Pour l'observation du scrutin présidentiel, la société civile guinéenne a choisi de ne pas aller à rang dispersé. Guidée par l'esprit d'équipe, la dynamique œil du citoyen a permis de remonter en temps réel les informations collectées dans les bureaux de vote. Quand je visite ce village électoral et que je vois le travail qui est accompli ici, je me dis que la Guinée n'a plus rien à prendre en matière d'observation électorale et que l'expertise est là. Mais au-delà de l'expertise, c'est cette synergie d'action entre les plateformes de la société civile qui est très remarquable pour nous. Et je constate aussi que dans ces plateformes-là, il n'y a pas une lutte de génération. En tout cas, on a vu un bon travail et ce travail permet de qualifier le processus parce que, en tant qu'organe de gestion, nous savons qu'ils ont mis tout le dispositif pour surveiller sur l'ensemble du territoire le déroulé du scrutin de ce 28 décembre. Donc, félicitations à toute l'équipe. Nous vous remercions et nous savons que vous allez produire un très bon rapport pour la Guinée. Événement très attendu, le scrutin présidentiel s'est globalement bien déroulé sur toute l'étendue du territoire national, comme le certifie le communiqué final de l'observation électorale de la dynamique œil du citoyen. Une dynamique qui regroupe toutes les plateformes de la société civile guinéenne. Les constats rapportés par nos observateurs révèlent les électeurs ont eu accès dans 99,32% des bureaux de vote observés. L'isoloir garantissait le secret du vote dans 99,55% des bureaux observés. Les personnes en situation de handicap n'ont pas rencontré des difficultés dans 77,50% des bureaux visités. La présence d'autres observateurs nationaux et internationaux dans les bureaux de vote couverts par nos observateurs était de 36,96%. Les forces de sécurité n'ont pas interféré dans le processus de vote dans les bureaux visités par nos observateurs. Au regard de ces observations faites, la dynamique œil du citoyen salue le déroulement du scrutin sans violence et invite l'ensemble des acteurs, États, partis politiques, partenaires, leaders religieux et citoyens à œuvrer pour préserver la quiétude sociale, l'unité nationale et la crédibilité de notre démocratie. La synergie des plateformes de la société civile avait déployé plus de 8000 observateurs sur le terrain. Une synergie réussie qui a permis de fédérer les énergies autour de l'idéal de construire ensemble une nation démocratique tournée vers le développement.
Et c'est au milieu de tous ces efforts de consolidation du tissu social que la Guinée vient de lancer officiellement le train voyageur baptisé Kakande Express. C'est un projet innovant né de la coopération entre la CBG et ses partenaires. Cette initiative marque une avancée importante dans l'amélioration du transport ferroviaire et la mise en valeur des infrastructures minières dans notre pays. Omar Bari et Samartin Fancinadouno. La Guinée franchit une étape majeure dans le renforcement de son système de transport ferroviaire avec la remise officielle en service du train voyageur baptisé Kakande Express. Cette infrastructure moderne, réalisée grâce à un investissement estimé à 2 millions de dollars américains, s'inscrit dans le cadre du contrat d'opération multi-utilisateurs dont le mécanisme est structuré par l'ANAIM en collaboration avec la compagnie des bauxites de Guinée, Rusal, Nimba Mining Company et TBA. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le programme Simandou 2040, notamment dans son 3e pilier consacré aux infrastructures, au transport et aux technologies, et marque un tournant décisif dans la valorisation des corridors ferroviaires, à la fois industriels et civils. Ce train voyageur est un symbole concret de la vision du chef de l'État, celle d'une Guinée où les ressources minières sont un véritable levier de transformation et de connectivité pour tous. L'ANAIM est le gardien institutionnel des infrastructures minières stratégiques du pays. Notre rôle est de garantir l'équilibre entre l'exploitation de nos richesses minières et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce projet est la parfaite illustration d'un partenariat public-privé réussi. Nous saluons une fois de plus l'initiative citoyenne de la CBG pour l'acquisition de ce train qui dépasse le simple cadre minier pour s'inscrire dans le développement social de la région. La cérémonie officielle de remise en service qui a réuni des responsables gouvernementaux, des partenaires techniques et financiers, des autorités administratives et locales, ainsi que des acteurs majeurs du secteur minier, a mis en lumière une ambition claire: faire du rail un véritable levier de développement économique, social et inclusif. Plus qu'un simple moyen de transport, ce train est conçu comme un service public ferroviaire moderne au bénéfice des usagers civils de la voie ferroviaire communautaire reliant Sangaredi, Gobiri, Khorira Damboké, Kolabouye et Kamsahar. Cet événement marque une étape décisive dans le renforcement du transport ferroviaire. Au-delà des infrastructures, ce train, c'est un outil de transformation sociale, économique. Il facilitera le déplacement des travailleurs et des commerçants, l'accès au marché, aux écoles, aux centres de santé, des désenclavements de plusieurs localités, la dynamisation des activités économiques au long du corridor ferroviaire. La relance du Kakande Express illustre la volonté des autorités guinéennes et de leurs partenaires, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, de concilier exploitation minière et besoin de mobilité des populations, notamment celles vivant le long du corridor ferroviaire. Train voyageur multi-utilisateur, le Kakande Express répond aux standards modernes de confort, de sécurité et d'accessibilité. Il est composé de 4 voitures climatisées offrant 60 places assises chacune, d'un wagon à bagages destiné au transport des effets personnels et des marchandises légères, ainsi que d'aménagements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, traduisant une forte volonté d'inclusion sociale. Aujourd'hui, nous avons l'immense fierté de redonner vie à ces services grâce à la mutualisation de notre chemin de fer. Les différents utilisateurs du chemin de fer ont uni leurs efforts pour acquérir ces nouvelles voitures et remettre ce train de voyageurs sur les rails. Cet engagement s'est matérialisé par un investissement majeur de près de 2 millions de dollars
entièrement dédié à l'acquisition des équipements nécessaires pour offrir un service fiable, moderne et sécurisé. Cet effort financier démontre clairement que notre volonté de faire de notre chemin de fer un outil au service du développement local et de l'amélioration des conditions de vie des communautés. Nous tenons à ce stade à exprimer avec force notre profonde gratitude au président de la République, Mamadi Doumbouya. Grâce à sa vision, la revitalisation du réseau ferroviaire s'impose aujourd'hui comme une réalité concrète. L'investissement global de 2 millions de dollars américains témoigne de la confiance des partenaires dans le potentiel du rail guinéen. Il a permis la modernisation du matériel roulant, le renforcement des dispositifs de sécurité et l'adaptation des infrastructures aux exigences actuelles de transport de voyageurs. Présidée par le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, la cérémonie a mis en exergue la volonté des autorités de réconcilier les activités minières avec les besoins de mobilité des personnes et de leurs biens. Ce projet, à l'instar de celui du Simandou, est une exigence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut que toutes les infrastructures portuaires et ferroviaires connexes aux mines soient multi-utilisateurs et multi-usagers, c'est-à-dire qui permettra l'utilisation de plusieurs sociétés minières avec un droit d'accès à l'infrastructure, mais également permettre le transport passagers et marchandises conformément au programme Simandou 2040, notamment en son pilier 3 relatif aux infrastructures, l'énergie, les télécoms et le transport. Ce train facilitera la connectivité, la mobilité dans la région de Boké entre Kamsar, Kolaboui, Boké, Tanene et Sangaré. La vision du président de la République est que la mobilité est une des clés du développement. Le fait de faciliter le transport passager et marchandises permettra d'accroître l'économie de la région et réduire autant que faire se peut sa dépendance de l'industrie minière. Ce train et ses wagons doivent faire l'objet d'un entretien et on invite les communautés de s'approprier de cet outil, de ce bijou. Les wagons sont climatisés, cela en conformité avec la vision du président qui est d'améliorer de manière continue les conditions de vie des populations riveraines des zones minières. C'est le lieu aussi de remercier la CBG, qui est la plus vieille entreprise minière en opération en Guinée, pour son adhésion totale à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers le projet Simandou Academy. Simandou Academy est la déclinaison du pilier 2 du programme Simandou 2040, c'est-à-dire l'éducation et la culture. À ce titre, lors du dernier conseil d'administration de la CBG, les partenaires de la République de Guinée au sein du conseil d'administration ont accepté d'accompagner ce programme présidentiel à travers des bourses d'études qui seront offertes aux meilleurs élèves issus des lycées de la région et de la Guinée pour aller à l'étranger, étudier et revenir servir notre cher pays. La remise en service du Kakandé Express va bien au-delà d'un simple événement ferroviaire. Elle incarne la vision moderne du développement prônée par le président Mamadi Doumbouya, où les infrastructures minières deviennent également des instruments de mobilité, d'inclusion sociale et de progrès économique. Merci à Oumar Bari et à toutes nos équipes. Et c'est dans ce contexte justement que la société Nimba Mining Company signe son retour sur le terrain à Tingilita dans la sous-préfecture de Sangaredi. Les opérations ont officiellement repris
En plus de l'exploitation minière, l'entreprise annonce la construction d'une raffinerie d'alumine, un investissement stratégique qui pourrait dynamiser l'économie nationale et offrir de nouvelles perspectives d'emploi pour la jeunesse. C'est un reportage de Younoussa Tawel Kamara. Nous sommes sur le site minier de Tingilinta, dans la sous-préfecture de Sangaredi. C'est ici que l'entreprise minière Nimba Mining Company mène ses opérations d'extraction de la bauxite. Ce jour, en plus des travailleurs mobilisés sur le terrain, les machines sont également en branle pour la relance des opérations. C'est un grand honneur et une grande joie d'être ici pour célébrer le redémarrage des opérations minières de notre mine de Tinguelita. C'était la feuille de route du gouvernement que Nimba Mining avait reçue. Il fallait tout démarrer avant la fin de l'année 2025. Nous l'avons fait, vous l'avez fait. Et c'était aussi la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, le président de la République de Guinée, M. Mamadi Doumbouya. Il marque l'ouverture d'une nouvelle phase pour notre entreprise, fondée sur la rigueur opérationnelle, la sécurité, la responsabilité et la performance durable. Nimba s'inscrit pleinement dans une dynamique de contribution au développement économique et social de la Guinée. Sur ce site minier de Nimba Mining Company, il est prévu très prochainement la construction d'une raffinerie d'alumine avec une capacité de production de 10 millions de tonnes. Aujourd'hui, Nimba est piloté à 100% par les Guinéens. Ça prouve à suffisance que nous avons pris notre destin en main. Aujourd'hui, en tant que Guinéens, nous sommes suffisamment outillés pour conduire à bon port le navire qui nous est confié. Au-delà de ses activités minières dans la préfecture de Boké, la société NMC entend respecter également le contenu local tout en protégeant l'environnement et contribuer au développement des districts de sa zone d'opération à travers la construction d'infrastructures sociales en faveur des communautés riveraines. Et pendant ce temps, à Télémélé, le consortium SMB Winning renforce son engagement social en faveur des communautés riveraines de ces projets miniers. Dans le secteur de Tchaga, un poste de santé moderne vient d'être inauguré pour améliorer l'accès aux soins de base. Une initiative saluée par les autorités locales et par les populations bénéficiaires. Mamadi Terna Kamisoko pour des explications. À plus de 120 km du centre-ville de Télémélé, le secteur de Tiaga franchit une étape majeure dans l'amélioration des soins communautaires. Ici, le consortium SMB Winning inaugure un poste de santé entièrement équipé et électrifié au bénéfice de près de 900 habitants. Composé de 8 salles fonctionnelles, cet édifice vise à rapprocher les services de santé des populations rurales longtemps confrontées aux difficultés d'accès aux soins. Ce nouveau poste de santé a été conçu comme un véritable espace de vie et de soins doté d'une infrastructure complète comprenant une pharmacie, une salle d'observation, une salle de consultation, une salle de soins et d'injection, une salle de vaccination et consultation prénatale, une salle de travail ainsi qu'une salle dédiée à l'accouchement et une salle d'accoucher. La santé communautaire constitue un pilier essentiel du plan d'action sociale 2025 du consortium. Au-delà de l'infrastructure sanitaire, ce projet s'inscrit dans une dynamique de bon voisinage. La journée d'aujourd'hui est une journée historique pour la sous-préfecture de Missira. Vous avez fait ça pour accompagner la communauté avec laquelle vous vivez ensemble. Avant, quand il y avait un malade, quand il y avait une femme qui voulait accoucher, il faut l'envoyer à Sangarit. Et la route n'était pas bonne. Mais aujourd'hui, vous avez enlevé tout ça. Je remercie tout et chacun. Ce que je demande à la communauté, c'est un bijou qu'on nous a donné. Le bijou là doit être bien entretenu. À Tiaga, l'accès aux soins de proximité devient une réalité, renforçant ainsi la confiance entre population locale et acteurs miniers dans une logique de développement partagé. Nous allons rester encore dans la préfecture de Télémélé et nous allons mettre le cap cette fois sur Missira, longtemps enclavé et confronté à un manque criant d'infrastructures sanitaires. La sous-préfecture va bientôt bénéficier d'un centre de santé moderne. Les travaux sont lancés par le ministre de la Santé, un projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de doter toutes les localités du pays d'infrastructures sanitaires dignes et accessibles. Terno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Située à 96 km du chef-lieu de la préfecture de Télémélé, la sous-préfecture de Missira reste la plus grande et la plus peuplée des autres sous-préfectures.
Ce bâtiment constitue le seul centre de santé et qui assure les soins pour près de 57 000 habitants. Désormais, à travers le programme de construction de 50 centres de santé améliorés, cette localité bénéficiera à son tour d'un centre de 29 bâtiments. Nous, citoyennes et citoyens de Missirah, nous restons infiniment reconnaissants pour le soin apporté sur notre collectivité pour la construction d'un centre de santé amélioré. La population de Missirah, ces bijoux, c'est pour vous. Il n'y a pas son deux à télémédier. Vous avez pris l'intérêt de sauvegarder et de veiller sur l'exécution de ces travaux. À l'entrepreneur, je vous demande humblement de mettre à ma disposition des cahiers de charges. Je y veillerai particulièrement sur ces travaux. La construction d'une telle infrastructure sanitaire dans la commune rurale comme Missirah permettra d'offrir des soins de qualité sur place. Un délai de 12 mois est donné à l'entreprise. Aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État qui tient à rapprocher les soins de santé des communautés, il a pensé à vous, il a pensé à tous les Guinéens, comme je viens de le dire, où qu'ils se trouvent. Sinon, Missirah est loin de Conakry. Missirah est loin du palais, mais le palais est proche de Missirah. L'occupant du palais est proche de Missirah. C'est ce qui fait que, en étant à Conakry, il a compris que Missirah avait besoin d'une structure de santé moderne. L'infrastructure sera composée d'un bloc opératoire, des salles d'hospitalisation, d'une pharmacie et d'une maternité avec des équipements modernes. Le programme va ainsi toucher plusieurs autres localités du pays. Au même moment, la Guinée est confrontée, vous le savez, à une croissance démographique rapide. C'est un défi, mais c'est surtout une opportunité majeure pour le développement de notre pays. Alors, comment transformer cette population jeune en véritable moteur de croissance durable, notamment dans le cadre de la vision Simandou 2040? Les acteurs du secteur étaient récemment en concertation pour trouver des réponses claires à cette question précise. Idrissa Cissé. La forte croissance démographique de la Guinée constitue à la fois un défi majeur et une réelle opportunité de développement. La priorité, c'est la transformer en levier économique et social. Pour y parvenir, des actions ciblées s'imposent, notamment la réduction de la pauvreté, le renforcement de l'inclusion sociale et la correction des disparités persistantes. C'est dans cette dynamique que ces cadres issus de plusieurs départements sectoriels ont engagé une réflexion approfondie autour des notes de politique publique appelées Policy Brief. Le capital humain, c'est l'un des grands piliers, plutôt même qui est transversal dans le programme de Simandou 2040 en République de Guinée. Donc, une fois de plus, on invite les parties prenantes à investir davantage dans le développement du capital humain. Les conclusions et les recommandations assorties de seulement ces deux rapports que moi j'ai eu le devoir de faire la présentation, pense que si les sectoriels et les BSD ici présents font bon usage et tiennent compte des recommandations, je pense que ça pourra permettre de débloquer certaines situations, surtout pour la cause des femmes et des jeunes dans notre pays. L'obtention d'un dividende démographique obéit à des principes. Il se construit à travers des investissements soutenus dans le capital humain, notamment l'éducation, la santé, l'égalité de genre, mais aussi l'autonomisation des jeunes et des femmes. On doit se féliciter des efforts qui sont faits en Guinée. L'Observatoire national est mis en place, c'est une réalité. L'Observatoire national est en train de faire des études thématiques sur les différentes dimensions des dividendes démographiques et du capital humain pour éclairer les décisions publiques. Au moment où la Guinée s'inscrit dans la vision du plan national de développement Simandou 2040, la capture du dividende démographique apparaît plus que jamais comme un atout stratégique soutenu par des partenaires confiants pour garantir une croissance inclusive, durable et équitable. Dans le reste de l'actualité, la Guinée accélère sa transition numérique dans l'enseignement supérieur. Le projet UnivoConnect a été officiellement lancé, porté par l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche en connectant les universités guinéennes à des infrastructures numériques modernes et fiables. Marie-Angélique Bangoura, Abakar Sidiki Souma.
Maître d'ouvrage du projet, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique en soutane pilote cette réforme numérique majeure visant à connecter 17 universités et institutions d'enseignement supérieur au bénéfice de plus de 80 000 étudiants à travers le pays. C'est un projet qui est structuré en deux composantes. Vous avez la première composante qui est ici l'interconnexion entre les différentes universités et les instituts d'enseignement supérieur. Donc cette première composante facilite l'échange de données entre ces différentes institutions sans nécessairement passer par la connexion Internet qu'on appelle l'interco, qui est justement ici cette bibliothèque au contenu indéfini et qui représente également une dorsale de compétences numériques. Ce sont plus de 200 commutateurs de Switch, plus de 500 bornes Wi-Fi Access Point des dernières générations qui ont été installées pour garantir la connexion partout, tant en intérieur qu'en extérieur. Mis en œuvre avec l'appui technique de Skynet, le projet affiche déjà 85% de taux d'exécution dans le déploiement de la fibre optique, intégrant des solutions innovantes, notamment basées sur l'intelligence artificielle pour garantir performance et résilience. Les capacités prévues répondent à la taille et aux besoins de chaque campus et atteignent pour plusieurs grandes universités les débits les plus élevés, jamais alloués à des institutions publiques éducatives dans notre pays. Au total, c'est plus de 2 gigabits de bande passante qui seront déployés à l'échelle nationale pour soutenir l'apprentissage, la recherche et l'innovation. À ce jour, 13 universités sont raccordées, dont 9 sites pleinement connectés. La finalisation complète du projet est prévue pour le deuxième trimestre 2026. En appui à cette dynamique, l'Ansouten a procédé lors de ce lancement du projet Univ Connect à un tirage au sort offrant des ordinateurs et des tablettes aux étudiants pour encourager l'appropriation du numérique dans leur apprentissage. Et voilà qui nous amène à parler de cette innovation majeure dans la formation professionnelle. Le ministère de l'Enseignement technique vient, je le disais au sommaire, de recevoir une unité mobile de formation. C'est une véritable salle de classe sur roue équipée d'ateliers pratiques. L'unité permettra de former davantage de jeunes, y compris dans les zones les plus reculées du pays. Une initiative inédite que nous allons découvrir ensemble dans ce reportage de Tierno Ousmane Diallo. C'est une innovation dans le développement de la formation professionnelle en Guinée. En se dotant d'une unité de formation mobile, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi affiche clairement une volonté d'aller plus loin pour offrir aux jeunes Guinéens des compétences pratiques pour leur insertion où qu'ils soient à travers le pays. Le geste est de l'UNICEF, un des partenaires clés du ministère dans la mise en œuvre de sa vision. Ces camions est bien plus qu'un équipement. C'est une école sur roue, vous voyez le camion. C'est un symbole aussi d'innovation et d'inclusion. Il est équipé d'un atelier complet, des tables et bancs pour accueillir au moins 10 apprenants par classe. Il y a des caisses pédagogiques, il y a une tente pour les activités et un groupe électrogène pour s'assurer que les formations vont continuer même quand il n'y a pas d'électricité. L'unité mobile est équipée pour embarquer une salle de travaux pratiques en chaudronnerie et soudure pour une formation de proximité inclusive et adaptée aux réalités du terrain. Avec elle, le ministère peut développer des programmes tant dans les centres de formation que dans les zones reculées avec des cibles spécifiques afin de répondre à un besoin urgent de formation professionnelle des jeunes ou de renforcement des compétences des formateurs. Aujourd'hui, il est important que les différents corps de métier du projet Simandou 2040 puissent être pris en compte, notamment la chaudronnerie et la soudure. Et tout ça, c'est dans le sens vraiment de nous assurer que personne ne soit laissé pour compte dans la même vision prônée par le chef de l'État, de nous assurer que les Guinéens, chaque Guinéen puisse trouver un emploi demain, que chaque Guinéen puisse être autosuffisant, que chaque Guinéen puisse être éduqué. Cette première unité mobile de formation professionnelle en chaudronnerie et soudure constitue un programme pilote. Le département de l'enseignement technique et l'UNICEF vont étudier la possibilité de le renforcer pour acquérir davantage d'unités mobiles en lien avec d'autres corps de métier susceptibles d'accélérer l'employabilité des jeunes.
cette question maintenant. Comment accompagner les élèves dans leur choix d'orientation? À Kankan, la question était en débat pour mieux édifier les chefs d'établissement et conseillers à l'orientation. Les avantages du système sont au cœur des grandes réformes de la Direction nationale de l'enseignement secondaire général et technique. On fait le point à Kankan avec Diamo Kaba. À la direction préfectorale de l'éducation de Kankan, les chefs d'établissement et conseillers à l'orientation reviennent en classe pour un choix objectif des programmes d'enseignement scolaire. Les élèves sont au cœur du système pour instaurer un socle commun des connaissances. Les chefs d'établissement, les conseillers, leurs adjoints, les conseillers à l'orientation, les censeurs représentent un maillon fort de la réussite du système éducatif. Le département a pensé à outiller ces cadres pour que l'orientation de nos élèves vers les filières de vie soit vraiment soignée. De pouvoir orienter les élèves nouvellement admis dans les établissements secondaires avec la diversification des filières pour que ces enfants qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Il y en a qui font des choix parce qu'ils ont un ami qui est à côté, sans tenir compte de leur maîtrise en ces matières. Le projet est porté par la Direction nationale de l'enseignement secondaire, général et technique. En quête perpétuelle de l'excellence, les autorités renouvellent leur soutien pour développer le capital humain. Aujourd'hui, les établissements reçoivent des subventions. Quand un établissement reçoit des subventions, il faut outiller le chef d'établissement sur des projets d'établissement. Donc la formation, c'est dans ce sens-là. Comment monter des projets d'établissement au niveau des établissements pour pouvoir mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'enseignement secondaire. Par cette remise à niveau et d'autres réformes structurelles, l'amélioration du capital humain et de la productivité se matérialise en vue de l'émergence du pays. Et puis c'est ce 29 décembre que prend fin le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises financé par le groupe de la Banque africaine de développement. Le PAMORIF a permis en 5 ans d'améliorer plusieurs services de l'État en lien avec la fiscalité et le développement des entreprises. Son rapport d'achèvement vient d'être présenté. Abdul Karim Kamara. Depuis 5 ans, l'on trace les sillons devant consolider le cadre macroéconomique du pays. Aujourd'hui, ces réformes débouchent sur l'élargissement de l'assiette fiscale, l'amélioration des systèmes de contrôle, d'audit des recettes fiscales et de l'accès à la commande publique pour les PME locales. Des éléments de réforme portés par le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises PAMORIF, dont le rapport d'achèvement est ici présenté. Avec les bénéficiaires, il y a eu quelques soucis par rapport à l'envoi et à la transmission donc, des déclencheurs. Nous avons vraiment tiré des enseignements par rapport à ces aspects. Le consultant, il a fait une évaluation très objective par rapport à certains critères, la pertinence, l'efficacité, l'efficience, et tous ces critères ont été vraiment atteints. Et c'est en fonction donc de l'attente, des attentes du bailleur et du gouvernement guinéen. Ici sont réunis les services bénéficiaires du PAMORIF, la Direction générale des impôts, celle de la douane, la Cour des comptes, l'autorité de régulation des marchés publics, l'APIP, auquel les résultats du projet, son impact et les enseignements tirés de sa mise en œuvre sont présentés. La Direction générale des douanes a bénéficié de plusieurs formations en matière de produits pétroliers, le produit minier, la formation sur la cybercriminalité, sur sécurité et les logiciels. Et en même temps, la douane a bénéficié le paiement de SOCLAS qui a permis de former plusieurs jeunes informaticiens. La douane a réalisé un grand bond dans ce qui est de recouvrement des recettes. Donc aujourd'hui, il y a une grande satisfaction au niveau de la direction générale. Mise en œuvre par l'unité de coordination et d'exécution des projets et financée par le groupe de la BAD, le PAMORIF qui cadre aussi avec le programme de référence intérimaire prend fin le 29 décembre 2025.
puis la structure des engagés poursuit sa dynamique d'exploitation, d'explication des réformes publiques enregistrées en Guinée. Récemment, plusieurs secrétaires généraux des différents départements ont échangé sur les grandes réalisations et les perspectives de la gouvernance du président Mamadi Doumbouya. C'est un reportage d'Alpha Siagaba et de Mamadou Alpha Baldé. Devant des retraités et autres agents publics et privés, des secrétaires généraux des différents départements ministériels prennent la parole à tour de rôle. L'objectif est bien visible, expliquer toutes les réformes majeures réalisées ou en cours de réalisation dans différents domaines à travers le pays. À l'origine de ce dîner d'échange et de partage, la structure Les Engagés. C'est une rencontre de bilan. Aujourd'hui, la Guinée est un chantier à ciel ouvert. Partout, les immeubles pilules, partout, nous avons du béton et du bitume sur les routes. Partout, nous pouvons voir de nos yeux les réalisations qui ont été faites, les infrastructures qui ont été construites, les problèmes qui ont été débloqués, les politiques publiques qui ont apporté une solution aux différentes difficultés que vivaient les Guinéens. À ce dîner, les impacts positifs dans le secteur minier sont évoqués. La société minière Nimba Mining est prise en exemple. Personne ne pouvait imaginer qu'on allait pouvoir retirer la concession de GAC et au lendemain créer une société minière 100% guinéenne. Une société minière qui va être acteur majeur sur le marché international des minerais, notamment la bauxite d'abord. Bientôt nous allons lancer, parce que il y a toujours cette question de raffinerie. Donc il y aura sa filiale raffinerie qui va être créée. Il y a une filiale qui va être créée sur l'or. Donc c'est une société aujourd'hui qui va prendre des permis et qui va les développer. Ce dîner est une des multiples activités planifiées par la structure Les Engagés. D'autres actions citoyennes sont aussi dans l'agenda de la structure conduite par Maïmouna Diakabi. La commune urbaine de Bessia vient de tenir sa 4e et dernière session ordinaire 2025. La réunion a été marquée par des échanges sur le développement de la commune, la présentation du plan de développement local et l'adoption du budget pour l'année 2026. Marwan Kamara commente les images de Mohamed Saliou Bangoura. La commune urbaine de Bessia tient sa 4e et dernière session ordinaire 2025. La réunion regroupe les membres de la délégation spéciale, le représentant du gouvernorat de la ville de Conakry, les chefs des quartiers et la société civile. Présentation de la synthèse du plan de développement local de la commune et l'adoption du budget remanié au centre du débat. Il y avait la nécessité de remanier notre budget. Les prévisions qu'on avait faites, on a constaté que le regroupement des recettes était très faible par rapport à cette prévision-là. Deuxièmement, l'État, pour l'année 2025, a mis à notre disposition des fonds d'assainissement qui nous permettent de réaliser des activités d'assainissement dans notre commune afin de la rendre propre. Cette 4e session communale a permis de poser des bases d'un avenir prospère pour la commune de Bessia. Avec un budget adopté et un plan de développement local clair, les priorités de la commune pour l'année 2025 sont désormais définies. Il était important pour les techniciens qui nous sommes de procéder à un remaniement budgétaire. Et principalement, il y a ce que l'on appelle les recettes fiscales dans sa globalité qui a été retouchée. Il y a également les recettes non fiscales qui ont été retouchées. Il y a également les droits du domaine qui ont également été retouchés. Pour l'année 2026, ça augure de l'espoir, ça augure de réalisation d'infrastructures de développement et nos regards sont pointés vers le développement. Cette dernière session ordinaire de 2025 est un moment clé pour la commune urbaine de Bessia avec des décisions importantes qui vont permettre d'ouvrir des perspectives de croissance et d'amélioration pour la population. À Kaloum aussi, les conseillers communaux étaient réunis en session extraordinaire. À l'issue des travaux, le budget primitif exercice 2026 a été adopté à l'unanimité. Un budget qui servira de socle au financement des projets prioritaires identifiés par la commune pour l'année à venir. Compte rendu, Sekou Souma. Autour de cette table, les conseillers communaux, les cartes de services concentrés et déconcentrés de la commune de Kaloum
Ils se réunissent pour présenter et adopter le projet du budget primitif exercice 2026. Pour l'année prochaine, le budget primitif est estimé à hauteur de 75 milliards de nos francs. Et ce qui est sûr, il faut compter sur ce qui est sous la main. On ne dit pas qu'on ne compte pas sur l'appui, on nous compte sur ce que nous pouvons faire pour la commune de Kaloum. Et ça, monsieur le receveur, il est là sur le pied, il va mettre beaucoup de réformes sur le papier et ça va permettre au conseil de sortir sur le terrain, engager les différentes réformes pour que vraiment que la caisse soit renflouée, afin que vraiment que les dispositions soient prises pour la réalisation de certains projets. Ce budget primitif de l'année 2026, une fois recouvré, prendra en compte le projet annuel d'investissement, le programme de développement local PDL, dans l'éducation, la santé et le service public. Mais cette année, il y a eu 17 projets qui font partie du PAI. Et ces 17 projets-là proviennent de la population à la base, comme la loi le dit. Et ça a été un budget participatif. Parce que ce sont eux qui nous ont fait remonter tous ces projets-là pour qu'on puisse les introduire dans notre PAI et dans le budget. Et voilà l'objectif fondamental du budget 2026. Ce budget primitif, appelé aussi participatif, a pris en compte toutes les préoccupations de la communauté. Son adoption par l'ensemble des conseillers en est une parfaite illustration. L'actualité de ce soir nous amène à parler également du service national d'aménagement des points d'eau, le SNAP, qui vient de lancer la formation des foreurs à Conakry. C'est une formation d'un mois qui devra permettre d'améliorer les prestations du service pour le bien des populations. Une opération facilitée grâce au soutien de l'État qui a mis 5 ateliers de forage d'eau à la disposition du SNAP. Nabila Moussa Kamara. Longtemps confronté à un déficit d'équipement limitant son rôle stratégique dans le secteur de l'alimentation en eau potable, le SNAP change de cap. Avec l'appui de l'État, l'institution initie des modules de formation à l'intention des foreurs. Objectif, professionnaliser les activités de forage en formant des équipes capables d'opérer, d'entretenir et de gérer ces engins dans le strict respect des normes techniques, environnementales et de sécurité. Aujourd'hui, le secteur d'eau en milieu rural ou urbain est devenu un problème. Donc, pour mettre fin à ça, il faut que la maison mère prenne sa disposition par rapport à toutes ces difficultés. Dans le cadre de la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, qui fait de l'accès à l'eau potable une priorité nationale, le SNAP bénéficie désormais de 5 ateliers modernes de forage d'eau. Appuyé par les partenaires, l'institution entend jouer pleinement son rôle dans l'amélioration de l'accès à l'eau et le développement des communautés à la base. Depuis des décennies, le SNAP n'a jamais connu ce genre de soutien à l'endroit d'un chef de l'État qui a le souci de sa population. Quand vous partez à l'intérieur du pays, la première demande qui vient à nos concitoyens, c'est de les aider à avoir de l'eau. Et c'est ce que le président a compris. Il a su vraiment bien mettre à disposition ces ateliers-là. Nous avons livré les machines de la Chine jusqu'à la République de Guinée et fourni aussi un formateur qualifié qui est là avec nous pour former la transmission de la compétence à l'équipe guinéenne pour qu'après les Guinéens puissent, les techniciens du SNAP puissent former à leur tour, appliquer sur le terrain et former d'autres jeunes Guinéens à travailler avec les équipements de forage que nous avons amenés. À l'issue de l'ouverture officielle, formateurs et bénéficiaires ont rejoint le site du SNAP équipé pour des séances pratiques. Des jeunes venus des différentes régions du pays suivent une formation combinant enseignement théorique et exercice de terrain. Le bois guinéen, au cœur du développement durable, l'Office guinéen du bois se réunit pour sa 2e session ordinaire d'administration. L'objectif est de renforcer la gouvernance et lutter contre l'exploitation illégale des ressources forestières du pays. Sona Sagnon. L'Office guinéen du bois, sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, tient sa 2e session ordinaire du conseil d'administration, une rencontre stratégique consacrée au renforcement de la gouvernance et à la gestion durable des ressources forestières en République de Guinée. La session qui nous réunit aujourd'hui constitue un cadre privilégié d'évaluation des actions menées, d'examen des résultats obtenus, d'analyse du projet du budget 2026 et des difficultés rencontrées, mais surtout
de définition des orientations stratégiques à même de renforcer l'efficacité et la performance de notre office. Présidée par le chef de cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable, la session réunit administrateurs, représentants des départements sectoriels et cadres techniques de l'OGIB. Les échanges portent sur la régulation du secteur, la lutte contre l'exploitation illégale du bois, le suivi des activités en cours, ainsi que le renforcement des mécanismes de contrôle et de traçabilité des produits forestiers. L'Office guinéen du bois joue un rôle stratégique dans la mise en œuvre de la politique forestière nationale, notamment dans la régulation de la filière bois, la mobilisation des recettes forestières et la lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Madame la ministre attend de cette session des échanges constructifs et des décisions concrètes visant à améliorer durablement les performances de l'OGIB. La direction générale de l'OGIB a présenté son rapport d'activité, un document qui met en lumière les principales réalisations, notamment les opérations de contrôle forestier, les initiatives de reboisement pour améliorer la mobilisation des recettes du secteur bois. L'OGIB en tant qu'instrument stratégique de l'État se doit d'être à la hauteur de ces défis. Je voudrais rappeler que le conseil d'administration est non seulement un organe de gouvernance, mais aussi un espace de réflexion stratégique, de contrôle et d'orientation. À travers cette session, les acteurs de l'OGIB réaffirment leur engagement en faveur d'une gestion responsable, transparente et durable des ressources forestières au service des générations présentes et futures. Dans la préfecture de Bofa, spiritualité et développement local se conjuguent au pluriel. Les sages, en collaboration avec les travailleurs de la société AGB2A GIC, ont organisé une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran et ils ont imploré la grâce divine pour la consolidation de la paix en Guinée et remercié Dieu pour la reprise des activités de la société. Bakari Bamba Kondé. Les travailleurs de la société AGB2A GIC ont récemment organisé une lecture du Saint-Coran à Bofa, un événement symbolique pour prôner la paix en Guinée et le vivre ensemble. Cette initiative visait également à remercier Dieu pour la reprise de leurs activités après plusieurs mois d'arrêt, marquant ainsi un nouveau départ pour l'entreprise et la communauté locale. Cette cérémonie a été pour nous un moment empreint de stabilité, empreint d'espoir, empreint de beaucoup d'autres engagements que vraiment nous prenons aujourd'hui vis-à-vis de l'Éternel et nous le prions qu'il continue à nous assister comme ça dans ce sens pour la stabilité de notre société, la stabilité de tout le pays. Les organisateurs ont insisté sur l'importance de l'unité et de la compréhension mutuelle. Les dirigeants de l'entreprise ont exprimé leur gratitude envers les employés pour leur patience et leur engagement. Nous n'avons que la République de Guinée. Donc tout ce qui concourt à maintenir ces pays-là dans la stabilité, dans la paix, nous ne pouvons que travailler là-dessus. Et nous avons la grande chance d'avoir pris les bonnes décisions. La lecture du Saint-Coran organisée par les travailleurs d'AGB2A GIC à Bofa a été un moment fort de prière et de solidarité. En célébrant la reprise de leurs activités, ils réaffirment leur engagement pour un avenir pacifique et prospère en Guinée. On va parler maintenant, mesdames et messieurs, de la première édition de Kania Awards. L'événement se veut une saine émulation entre les projets et programmes innovants des jeunes de Kindia. Au départ, plusieurs projets ont été présentés à cette édition et c'est la structure Kania Communication qui pilote l'événement. Les détails avec Falilou Diallo. Kania Awards, le concept est nouveau. Il est porté par un groupe de jeunes décidés à faire renaître la grandeur de cette cité sportive et culturelle. Kindia, qui a également produit plusieurs pépites du football et de la musique guinéenne. Au départ, plus de 100 jeunes ont été sélectionnés pour cette émulation à travers des projets innovants et impactants sur la vie des populations locales. Un soutien massif aux PME et aux jeunes entrepreneurs locaux afin qu'ils soient les premiers bénéficiaires de la connaissance nationale. Je tiens à saluer le courage des entrepreneurs, des artisans, des leaders communautaires, des jeunes talents qui seront honorés ce soir. Le programme bénéficie du soutien des acteurs de la société civile et autorités administratives. D'autres secteurs d'activité socio-économique sont appelés à participer à la prochaine édition. Je remercie les organisateurs et j'encourage aussi la jeunesse
à s'investir beaucoup dans le développement local des différentes villes et enfin pour accompagner les projets de développement de notre président de la République. S'inspirer du contenu local, s'inspirer de la musique locale à tous les niveaux. Vraiment, on est content, on les remercie, on les encourage de continuer. Et ça, nous serons à leur disposition à tout moment pour être avec eux. Une façon de rassembler tout le monde, aller ensemble. C'est l'objectif du président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Le réveil des consciences passe par la formation de jeunesse responsable à Kindia. Le message est bien clair et la jeunesse de Kenya, plus que jamais déterminée à gagner le pari. On vous amène pour terminer à Kodian Marché, un district de la sous-préfecture de Kinyeran, dans la préfecture de Mandiana. Là-bas, vous allez le voir, le football est plus qu'un sport. C'est désormais un vecteur de paix, d'unité et de rassemblement. Le week-end dernier, une foule en liesse s'est mobilisée au grand stade pour assister à la finale de la première édition du tournoi doté du trophée Khalil Sako. Détail avec Moussa Komara. Organisée pour promouvoir la cohésion sociale et l'encadrement de la jeunesse, cette compétition a réuni pendant un mois 8 équipes issues des différents districts et secteurs de la sous-préfecture de Kinyeran. Pour cette grande finale, l'équipe de FC Manding Diakité en rouge est opposée à celle de Bakari Diakité. Nous avons organisé ce tournoi pour inspirer. Nous voulons que tout Mandiana occupe la jeunesse. Ici, par exemple, on retrouve tout le monde. Cette première édition qui porte le nom de Khalil Sako s'impose comme un moyen d'expression sportive, de rassemblement et de promotion du football à la base. C'est aussi mon combat, développer le football à la base. Accompagner la jeunesse dans l'épanouissement parce que tous les pays s'appuient sur la jeunesse. Sur le terrain, les deux équipes proposent un jeu équilibré, rythmé et respectueux des règles. Chaque duel est applaudi, chaque passe ajustée suscite des acclamations. Après plusieurs occasions franches des deux camps, FC Manding ouvre le score à la 14e minute. Au retour sur le terrain, l'agressivité et la pression montent. À la 90e minute, le but est égalisé. Il a fallu attendre la séance de tir au but pour permettre à FC Manding de devenir champion sous les ovations d'un public conquis. Mes coéquipiers et moi sommes contents, très contents. Cette équipe est difficile à manœuvrer. Chaque fois qu'on se rencontre, on s'attend à un match difficile. Les battre à une finale palpitante comme cela est une joie pour nous. Dans ce district Kodian Marché, le football est un puissant levier de mobilisation et d'espoir pour la jeunesse. Grâce à ces compétitions, peu de jeunes sont tentés par la migration irrégulière. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, notamment ce soir dans les préfectures de Kindia, Mamou, Kankan et Zérékoré. Et je vous retrouve très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.